Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, 1 heure avec Catherine Leroy. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Rédactrice en chef du journal de l'auto et avec 2 consultants. Éric Saint-Frison. Salut Éric. Bonjour Stéphane. Consultant donc aujourd'hui, ancien patron de Ford en France. C'était une époque qui ne nous rajeunit pas. Éric Champarneau. Salut Éric. Bonjour. Consultant toi aussi, président de Seaways, c'est ça c'est ça Éric. Bon. On démarre avec Tesla, ça vous va de démarrer avec Tesla et démarrer parce que c'était quand même, donc on va voir ça, je crois que c'était le 25 octobre, voilà. Donc Tesla, ce jour-là, ça a changé depuis, mais ce jour-là est quand même un jour à marquer d'une pierre, je pense, dans l'histoire de l'industrie, peut-être même dans l'histoire de l'industrie tout court pour moi. Ce jour-là, donc Tesla était valorisé davantage que l'ensemble des autres constructeurs cotés. Je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle. Celui qui est en bleu, donc Tesla, fait, enfin on verra combien il en fait, 600, 650 000 voitures à la fin de l'année. Et les autres en auront fait, c'est que les cotés, 50 millions, 60 millions de voitures. 60 millions de voitures, contre maximum 1 million pour Tesla. Voilà. Ouais, il ne fera pas le million, il fera 700 000 au max. Il fera 750. 750, c'est ce qu'il a prévu, 750. 750 000. Voilà. Bon, Catherine, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont fous, c'est-à-dire c'est la folie financière et des gars qui comprennent rien et les mêmes qui achètent le bitcoin, ou alors il y a de la rationalité là-dedans? En partie, c'est un peu les deux, moi j'allais dire en fait, parce qu'il y a un peu de la folie et puis lié aussi au personnage d'Elon Musk qui est très fantasque, qui adore tweeter, qui adore faire réagir comme ça et puis aussi provoquer un petit peu toute la sphère industrielle, automobile et économique en général. Et puis il y a aussi une vraie industrie derrière en fait. Ça, il n'y a pas photo. On a aussi longtemps dénigré un petit peu ce qu'il faisait parce qu'il avait promis 500 000 voitures, il les faisait pas, ils les avaient promis en 2015, en 2018, ils les avaient toujours pas fait, donc on rigolait un petit peu de cet état-là, et puis là on y arrive. En fait, il a prévu de faire 750 000 voitures cette année. Il a déjà fait 620 000, je crois. Et donc, en fait, c'est tout un modèle qui s'applique et qui se déroule là, aujourd'hui, avec des coopérations aussi avec des fournisseurs. On voit bien qu'ils souffrent moins, en fait, de la pénurie des semi-conducteurs que d'autres constructeurs. C'est une révolution industrielle. Absolument. Est-ce qu'on peut employer... Oui, voilà. Oui, bien sûr que c'est une révolution. Ce jour-là, je précise, donc, il annonce aussi ses résultats du 3e trimestre. Oui. Il annonce qu'il fait plus 20% de production, quand tous les autres constructeurs font moins 20% de production. Et peut-être, on a beaucoup parlé du contrat passé avec Hertz, mais peut-être que c'est ce chiffre qui a aussi amené cette espèce de sursaut de valorisation. Éric Saint-Frison. Moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente de Tesla. J'aimerais être un peu critique quelques instants. D'abord parce qu'on est face à Elon Musk, qui est un extraordinaire joueur de bonneteau, peut-être le meilleur joueur de bonneteau que la Terre ait jamais porté. Il a une entreprise qui a gagné de l'argent une année depuis que la boîte a été créée. La ressource principale de son entreprise aujourd'hui, c'est la vente des droits CO2 à d'autres constructeurs aux États-Unis et en Europe. Donc si vous enlevez ça, il n'est plus rentable. Donc en termes d'exploitation automobile, Tesla ne gagne pas d'argent. Cette année, il en gagne. Cette année, il en gagne. Jusqu'à 2020, il n'en a pas gagné. C'est vrai. Pardon, jusqu'en 2020, il n'a pas gagné d'argent. Là, c'est 1,6 milliard et il n'y a pas les droits CO2 là-dedans. 1,6 milliard de bénéfices. Sur 3 mois, sur 3. Sur 2021, on est d'accord. Sur 2020, ça n'est pas le cas. Donc, en termes de rentabilité, on est sur une entreprise, puisque tu es sur une chaîne de marge. De business. 14% Comment tu fais de marge pour valoriser une entreprise 1,1 trillion de dollars alors qu'elle n'a jamais gagné d'argent jusqu'en 2021? Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, et pourquoi c'est un joueur de bonneteau, c'est que on est dans une démarche de développement produit qui est extraordinairement élitiste. La Terre compte 1,3 milliard, 1,4 milliard de voitures, avec 90% de ces voitures qui sont des voitures populaires ou accessibles, qui déplacent des familles. La proposition de produit de Tesla aujourd'hui n'est pas une proposition de produit qui répond aux besoins de la majorité, de la très très grande majorité des automobilistes. Mais comme il tient un discours extraordinairement ambitieux... Pas plus que Audi. Ah si, beaucoup plus qu'Audi. Bien plus que... Audi démarre avec des plus élitiste que Mercedes, pas plus élitiste que l'automobile allemande. Bien plus que ces gens-là. Les prix annoncés aujourd'hui pour une Tesla, sachant que la voiture n'a aucune valeur résiduelle possible à écrire, je le rappelle quand même. Donc ce sont des voitures, on parlera tout à l'heure de financement, ce sont des voitures pour lesquelles tu ne peux pas t'engager réellement sur une valeur à 4-5 ans parce que personne ne sait ce qu'elles vaudront. Donc on est bien sur une proposition qui est d'une extraordinaire fragilité. Et je reviendrai
juste après, si tu me permets, sur un chiffre qui est fascinant. Si tu prends la valo de Tesla à la bourse, 1,1 trillion de dollars 1000 milliards. pour 600, 700, 800 000, 1 million de voitures. Le million de voitures produites Tesla vaut 1,1 trillion de dollars. Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford, qui tu veux, quand ils arrivent à 40 millions de dollars, le million de voitures de capitalisation boursière pour 1 million de voitures vendues, ils sont tout en haut de l'échelle. Toyota y compris. On a donc fondamentalement un problème d'équilibre entre la réalité économique et la valeur de Tesla. Éric Champarneau, l'autre. Autant T, on ne peut pas exclure qu'il y a un peu de frénésie boursière. Vous posez la question, est-ce que c'est une révolution industrielle? Un peu de rétrospective. Le teslisme. Ouais. On se met 10 ans, 15 ans en arrière, 10 ans en arrière. Qui pouvait imaginer l'entrée sur le marché d'un nouveau constructeur? Barrière à l'entrée technique, barrière à l'entrée économique, barrière à l'entrée marketing. Toutes ces barrières ont été franchies. On en est là aujourd'hui. La valorisation en bourse, c'est aussi la projection des profits futurs. Maintenant, prospective. Où on va vers l'électrique. Qu'on le veuille ou non, neutralité technologique ou non, les enjeux climatiques, la réglementation, on y va à fond. Ils sont placés, ils ont de l'avance en technologie, en images, en savoir-faire. Donc ils sont là, ils sont bien placés. La remarque d'Éric est très pertinente. Leurs offres sont très élitistes. Mais quand on regarde bien dans la demande, on voit bien que la polarisation du marché est en train de s'accentuer. On a de plus en plus de véhicules qui sont des véhicules de société, qui ont des moyens d'acheter, de gérer dans la distance, de gérer les valeurs résiduelles futures. Et globalement, ce seront des belles voitures. Et puis le reste, effectivement, le milliard de parc qui est plutôt pour des gens qui ont un peu moins de moyens, bah, ces gens-là, leur avenir automobile, il est un peu incertain. De l'abonnement, du leasing, de l'occasion, etc., etc. On va y aller là-dessus, Donc absolument. je pense, j'ai pas d'avis moi, honnêtement. Non, mais je pense que rien n'est joué et qu'ils ont de bonnes chances d'être le futur constructeur numéro 1. Quittons la valorisation boursière. Moi, je veux qu'on parle de la révolution industrielle. Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que ça me semble hyper important. En fait, Tesla, aujourd'hui, jusqu'à présent, personne n'y croyait vraiment, à part un petit peu en bourse, effectivement, comme ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, Tesla, c'est ça, avec des roues, en fait. Tu montres, pour ceux qui nous écoutent en podcast, tu montres un téléphone portable. Un iPhone on the wheel. Un iPhone on the wheel. C'est l'ancien patron de Ford qui avait parlé de ça, d'ailleurs. C'est ce que la bourse, en fait, ne croyait pas vis-à-vis des autres constructeurs qui avaient un modèle hyper lourd, hyper classique, hyper traditionnel. Et là, aujourd'hui, la voiture est rentrée dans une ère où, en fait, on vend des services. On ne vend plus des voitures. À la limite, peu importe, ça n'a pas d'importance. On vend les services et la valeur qui sera créée, c'est bien les services qui seront vendus à l'intérieur de cette voiture. Mais on vend quand même une voiture. Moi, je veux juste un mot quand même d'industrie. Parce que, est-ce que tu te souviens, printemps 2018 son usine, moi c'est Laurent Burel, le patron de Plastic Omnium, qui me l'avait dit, son usine est mal foutue en fait, la première. Oui, je l'ai visité. Oui. Il s'en rend compte. Et en 3 semaines, il monte une ligne de production sous une tente. Tu te souviens de ce truc? Oui, très bien. En 3 semaines, les gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons. Et c'est là où effectivement tu te dis... Alors, c'est Michael Valentin, le consultant industriel, qui a dit « nouvelle ère ». Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Fordisme, Toyotisme et maintenant Teslisme, c'est-à-dire qu'on est full digital et on intègre tous les comportements d'agilité des startups au cœur d'une industrie qu'on pense être industrie lourde, comme tu le disais, Eric. On célèbre une usine avant d'avoir eu l'autorisation de la construire. Ouais. On n'a toujours pas l'autorisation d'ailleurs. Alors, oui ou non, révolution industrielle? Totalement. Alors, totalement, Stéphane. Totalement. Faut bien comprendre ce que je dis. Je parle pas de. Je n'apporte pas de critique quelconque à ce qu'est Elon Musk. J'apporte une critique complète à la valorisation irrationnelle de l'entreprise. Oublions la valo. Mais oui, Elon Musk, il a poussé avec une espèce de frénésie hallucinante un nouveau concept de mobilité basé sur ses produits, un nouveau concept de production industrielle. Quand j'ai visité l'usine dans la baie de San Francisco, à Fremont, qui était une ancienne usine Toyota ou General Motors, je ne me souviens plus, j'étais avec des distributeurs français, on était absolument abasourdis par le faible niveau de technologie qu'il y avait dans l'usine. La moitié de l'usine n'était pas automatisée. La moitié de la construction de la voiture se faisait à la mano, comme dans un atelier de bricoleur. Mais c'est comme ça qu'il a lancé la marque, sans jamais dire ce qu'il faisait. Donc en faisant croire qu'il avait un modèle industriel
industriel. Et en fait, il a inventé son modèle d'assemblage ou sa nouvelle proposition en cachant la vérité, en l'habillant plutôt, plus qu'autre chose. Et comme il l'a fait pour tout un tas de choses... Ou tu crois pas en la découvrant petit à petit? Si, sans doute, Parce que qu'il a Burel cette me racontait capacité. qu'il était super demandeur à l'époque. Oui, Il voulait rencontrer tous les constructeurs du monde et tous les ingénieurs Oui, du oui. monde. Il est dans la découverte permanente et l'application de ce qu'il découvre. Voilà. On est bien d'accord. Voilà, test and learn en permanence. Absolument. Bon, ça nous amène alors, comme tu l'as dit Eric, aux véhicules électriques. Je crois que l'industrie automobile est en train de vivre, a vécu, depuis le scandale Volkswagen sans doute d'ailleurs, le choc le plus considérable qu'aucun secteur n'ait connu en termes de, comment est-ce qu'on va appeler ça, décarbonation administrée, quasi militaire. Oui, réglementaire. Réglementaire, avec des amendes létales si vous n'êtes pas au rendez-vous. Et ils y arrivent. Moi, je trouve ça assez fascinant. Comment est-ce que vous regardez ce switch produit qui est en train de se faire? Donc, je ne dis pas de bêtises, hein, mais 20% de véhicules électriques en Europe en septembre, c'est ça? Ou sur le troisième trimestre? Électrifié. Électrifié. Avec les c'est-à-dire hybrides. hybrides rechargeables et voitures électriques. Oui. Mais on trouve des zones avec des chiffres bien plus impressionnants que ça, y compris en France. Quand on est subventionné correctement, quand on est aidé fiscalement, on a des zones en France où on a plus de 20% des particuliers qui achètent des véhicules électriques. C'est le cas des Bouches-du-Rhône ou de la Drôme. Évidemment, la Norvège, qui a dépassé le 50% depuis un moment. Donc le marché décolle, a décollé. Il va peut-être pas toujours aller au même rythme. C'est absolument foudroyant. Quand vous discutiez avec des professionnels de l'automobile, même les plus convaincus, comme Carlos Ghosn, par exemple, il y a 5 ou 6 ans, ils imaginaient 10% max du marché utilisé par l'électrique. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est l'industrie qui joue sa survie, en fait. On parle de révolution, mais c'est une survie, tout simplement. Et vous l'avez dit, si les industriels, si les constructeurs ne vont pas vers cette électrification massive, ils sont morts. C'est fini. Je rappelle quand même qu'en 2035, la Commission a proposé qu'il n'y ait plus du tout de vente de véhicules thermiques en Europe. C'est terminé. Donc s'ils s'y mettent pas maintenant, ils ont 10 ans en fait. Et Catherine, 10 ans, le temps industriel est très long en fait dans l'automobile. 10 ans, c'est rien. Quand on a commencé à parler de ça, plus de moteurs à explosion en 2035, on accueillait ça avec un léger sourire. C'était bon, on a le temps, on verra bien, etc. En fait, on va y arriver. Mais oui. Et c'est possible même que ce soit avant, en fait. Je rappelle que c'est une proposition de la Commission et que la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier et elle n'est pas certaine d'avoir l'Allemagne encore à ses côtés à ce moment-là. Je rappelle qu'il y a un nouveau gouvernement allemand qui arrive et la coalition qui est en train de se mettre en place se demande s'il ne faudrait pas avancer cette date à 2030. Donc la France risque de se trouver isolée au sein de l'Union européenne pour effectivement essayer de grappiller encore un petit peu de temps en fait pour aller vers cette transition et même en fait pour essayer d'inclure un peu les hybrides. Emmanuel Macron veut que les hybrides soient inclus dans le paquet climat de la Commission européenne, mais personne d'autre ne le veut. Donc on n'est pas certain de garder... Il y a un débat sur les hybrides parce qu'en gros l'idée c'est qu'on les recharge pas, quoi. C'est ça? En gros l'idée c'est ça, effectivement. Et donc ça consomme plus. Ils sont électriques quand ils sortent de la concession et sur les 100 premiers kilomètres et puis après c'est fini. Oui, mais je ne rejoins pas totalement le commentaire, Catherine. On se connaît bien. Donc vas-y. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué tous les deux. Je ne vois pas comment on peut décemment, alors que les infrastructures n'existent pas au moment où on se parle. Elles sont absolument marginales par rapport aux besoins. Aller expliquer à des consommateurs qu'ils ne pourront plus acheter une voiture qui ne sera que électrique dans 10 ou 15 ans. C'est juste impossible. Mais ils achèteront des voitures d'occasion, Eric. Alors, ils achèteront des voitures d'occasion dans lesquelles il faudra qu'ils mettent du carburant, de l'essence, du SP95, 98, gasoil, ce que vous voulez, que les pétroliers auront de moins en moins d'intérêt à développer et à distribuer, puisque leurs investissements vont se faire sur l'alimentation des voitures électriques. Et donc, on est dans une espèce de situation assez schizophrénique, dans laquelle je ne peux pas imaginer que malgré l'intention qui est louable, encore une fois, l'intention de décarbonation, elle est absolument louable, elle est nécessaire, elle est vitale. Mais est-ce que nous avons besoin d'aller jusqu'à l'interdiction du thermique pour arriver à cette décarbonation? Ma réponse, et la réponse d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, c'est non. On peut arriver à la décarbonation via des technologies qui se complètent les unes les autres et qui permettent de maintenir un minimum de production de moteurs hybrides rechargeables, biocarburants, essence de synthèse, qui sont des moteurs thermiques. C'est une conviction que tout le monde ne partage pas, je vois Eric en face, mais pour ceux qui voyagent dans le monde,
excusez-moi, allez voir dans d'autres continents ce qui se passe en termes de développement d'infrastructures, c'est zéro dans la plupart des pays dans lesquels je vais. Sans infrastructure, il n'y a pas d'électrique. Eric, il y a un siècle que l'industrie automobile donne le là, en fait. Il y a un siècle que l'industrie automobile invente les solutions qui s'imposent dans l'industrie. Moi, je trouve que, j'entends tout ce que tu dis, mais je trouve que à un moment où on peut avoir quand même de gros doutes sur notre capacité à freiner le réchauffement climatique, le message qu'envoie, alors contraint et forcé, et puis parce qu'ils ont déconné, il faut bien se le dire, mais le message qu'envoie l'industrie automobile est un message, je trouve, formidable, quoi. Enfin, moi qui me remplis d'optimisme, mais vraiment, c'est possible. Alors oui, il faut y aller avec le fouet, mais c'est possible. Et il y aura de la casse, etc. Il y aura de la casse. Et on va y revenir certainement. Sur le point des infrastructures... Rapproche-toi un peu du micro. Pardon. Sur le point des infrastructures, pour l'instant, le marché électrique arrive à se développer sans. On revoit dans les études que 90% des gens se rechargent à la maison. Ce sont des gens qui ont la chance d'habiter dans de l'individuel ou au boulot. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y a un besoin de réassurance de se brancher sur la voie publique. C'est surtout pour les grandes transhumances estivales, les vacances, etc. Pour moi, c'est un détail. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on risque de se heurter la croissance à un plafond de verre. Sur un plafond de verre. Oui. Mais je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à accélérer l'implantation, le développement d'une infrastructure de recharge. Je dirais que presque le plus dur a été fait avec la bascule dont on parlait tout à l'heure. Donc maintenant, il suffit de continuer à y aller et tout ça a basculé par du stimuli. Contrairement à Eric, moi je pense qu'on bouge vraiment que quand on n'a pas le choix, quand on est au pied du mur. Donc ça a manqué de neutralité technologique, ça je suis bien d'accord. Et on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences. On peut penser aux matériaux, au sourcing, au recyclage sur lequel il va y avoir de grosses problématiques. Mais s'il n'y avait pas eu le stimuli et cette réglementation martiale, on ne serait pas là. En fait, le débat, il est tel que tu le poses, Eric, il est aussi forcément dans le choix des technologies, parce que la technologie dont on parle, c'est celle de la batterie. Donc tu charges une voiture et puis tu la décharges en roulant, puis tu la recharges dans un lieu adapté. Alors que l'avenir est sans doute, je le pense en tout cas, ailleurs, c'est-à-dire dans l'énergie électrique produite dans la voiture avec une pile à combustible, donc de l'hydrogène. Donc ça, c'est... Eric, les infrastructures pour l'hydrogène, faut les construire intégralement. Et les financer. Et tu disais quand même une minute. Non, 1 million d'euros pour une station hydrogène. Et puis le rendement énergétique, et puis la production d'hydrogène vert, c'est pas si simple. Alors, on ne se reverra pas dans 10 ans parce que Stéphane sera peut-être à la retraite, mais j'espère. Mais tu peux pas savoir combien je suis absolument certain que la composante hydrogène dans la mobilité de demain sera une part importante. Clairement. Ça sera une part pour le transport de marchandises. Alors, il se trouve que alors, il est toujours numéro 2 de Toyota d'ailleurs, Didier Leroy. Il a pris un peu de retrait. Il a pris un peu de retrait. Ouais. Il avait dit, il y a 2 ans, il avait eu une déclaration très spectaculaire qui allait un peu dans le sens de ce que disait Eric, c'est-à-dire on nous oblige en fait à foncer dans l'électrique, on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne solution. Oui, mais il y a une question d'urgence qui t'a pas échappé. Tavares dit la même chose. Carlos Tavares disait exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais il y a une notion d'urgence qui t'a pas échappé quand même. Ah oui, non, elle m'a pas échappé. Dans l'idée de décarboner. On est bien d'accord. Voilà. On peut décarboner avec des solutions, des combinaisons de solutions, et on n'est pas obligé d'aller forcément dans la batterie. Qu'est-ce que ça donne ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la Commission européenne ne dit pas il faut aller vers l'électrique. Elle dit je veux du zéro émission. Oui, mais et aujourd'hui, ça ne se fait qu'avec l'électrique. Voilà. Alors, en batterie, ou bien en rechargeable avec la pile à combustible. Mais aujourd'hui, c'est ça. Alors, il joue peut-être sur les mots, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de solutions qui existent. Mais aujourd'hui, pour répondre à ce zéro émission, il n'y a que l'électrique, en fait. Qu'est-ce que ça donne dans les concessions, les amis ? Les vendeurs de bagnoles, là. Le switch du marché depuis 2 ans est vertigineux. Qu'est-ce que ça donne ? C'est très compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Et puis là, ça l'est encore plus parce qu'effectivement, il n'y a pas de voiture, en fait, à vendre. Hein. Les distributeurs, au-delà des vendeurs, la strate au-dessus, hein, les patrons de groupe qui font toutes les concessions sur le territoire français, sont dans une autre aussi problématique parce qu'effectivement, il y a une mutation technologique. Donc, il faut qu'ils apprennent à vendre de l'électrique, à rassurer le client. Est-ce qu'il faut vraiment que j'achète de l'électrique ? Comment ça se recharge ? Comment je les
essaye, etc. Donc c'est très compliqué, il faut beaucoup de conseils en fait pour le client particulier. Mais il y a une autre problématique aujourd'hui, c'est que les constructeurs, pour créer justement cette valeur, pour atteindre les 10% de marge opérationnelle que veulent absolument les constructeurs automobiles, ont décidé de bouleverser, de révolutionner également tout le système de distribution automobile en France. Donc on n'aura plus des distributeurs automobiles, mais on aura vraisemblablement de plus en plus des agents commerciaux et qui factureront soit à leur compte ou pour le compte du constructeur. C'est-à-dire que le constructeur met en même temps la mainmise complète sur son système de distribution. Mais comment ça va se matérialiser, ces agents commerciaux? Ils auront plus de stock, c'est ça l'idée? C'est plus la concession avec le stock, le garage alors, il y aura du stock, mais le portage financier de ce stock qui coûte très très cher quand même aujourd'hui, il sera à la charge des constructeurs. C'est ce que veut faire Stellantis quand il a résilié l'ensemble de ses réseaux de distribution au printemps dernier. C'est ce que va faire Volkswagen. Le groupe Volkswagen l'année prochaine en fait va faire un contrat spécifique d'agent commercial pour toutes les concessions qui vont vendre des véhicules électriques et ils vont garder l'ancien contrat de distribution classique pour les véhicules thermiques, sachant que qu'est-ce que ça change? Quel est leur intérêt? Je comprends pas bien. L'intérêt, c'est qu'ils vont récupérer l'ensemble de la data client. Et ils vont se mettre directement en contact avec le client final. L'objectif, faut pas se leurrer quand même, c'est que dans 10 ans, ce soit le constructeur qui garde la mainmise complète sur le système de distribution. Et on va vers de la vente directe en fait. Exactement. Parce qu'en fait, il y a aussi une évolution en creux ou en arrière-plan, c'est l'évolution de l'accès à l'automobile, qui va être de moins en moins en propriété exclusive, de plus en plus, d'abord en leasing. Ça représente la moitié du marché en France. Chez les particuliers, la moitié du marché, c'est de la LOA ou de la LLD. Et puis, à terme, ça pourrait, là aussi, il faut être prudent, se transformer en une forme d'abonnement à l'accès à l'automobile et à d'autres services de mobilité. Et l'enjeu, c'est d'être le chef d'orchestre au cœur de ce système qu'on appelle parfois Car as a Service ou Mobility as a Service. Il y a cet enjeu-là. Et puis, alors c'est passé assez inaperçu, je trouve, quand Volkswagen a annoncé, je dois vous dire, je ne sais pas si c'est un projet ou une idée, mais en tout cas, au moins un ballon sonde, de rester propriétaire du véhicule du début jusqu'à la fin. Ce qui permet de lisser ces problématiques de valeur résiduelle, de la gérer plus souplement, de pouvoir mettre des véhicules d'occasion électriques, là où ça pose des problèmes de résistance de cette valeur résiduelle. Donc en fait, il y a des révolutions en creux au-delà du simple industriel. Alors, incroyable. Attendez, parce qu'il y a une masse d'infos là. Désolé. Vous venez de balancer. Fallait pas nous inviter. Qui est absolument considérable. Non, parce que l'électrique, tout ça, tout le monde suit à peu près. Là, on rentre dans le vrai sujet, et donc je suis ravi que vous soyez là. On rentre dans le vrai sujet d'expert, donc on va reprendre les trucs petit à petit. Éric, d'abord, là, aujourd'hui, le vendeur, ensuite on va aller vers ce vers quoi on va... Mais aujourd'hui, là, le vendeur... d'une certaine manière, il récupère quand même un petit peu du pouvoir ou de l'intérêt qu'il avait perdu. C'est-à-dire que, moi je me souviens, tu m'avais fait l'honneur de m'inviter dans une réunion de concessionnaires où j'avais appris qu'en gros, on rentrait une fois dans une concession. Et si on rentre dans une concession, c'est pour acheter une bagnole. Donc vous n'avez pas le droit de le rater, le gars. Bon, là, avec l'électrique... il faut plus de discussions, c'est intéressant ta question. Mieux convaincre le client. Ouais, en fait, c'est quand Google demande aujourd'hui aux acheteurs automobiles quels sont leurs manques d'informations pour être capable de faire un choix, la principale réponse, c'est la voiture électrique. Ouais, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas où ça se recharge, on ne sait pas si c'est durable, on ne sait pas si il faudra la changer dans 3 ans, est-ce que la technologie est la bonne? Ils sont paumés, les consommateurs. Donc oui, on a cette problématique à régler dans la distribution, ou la distribution a cette problématique à régler, mais Internet sert à ça, quelque part. Et je reviens aussi sur un gros changement dont Catherine, en fait, parle en filigrane dans ce qu'elle vient de dire. La digitalisation de la relation avec le client fait que quand le client arrive en concession, il est 100 fois plus sachant que le vendeur, puisqu'il a déjà construit son opinion sur des informations qu'il a réunies, analysées, comparées les unes avec les autres. Et quand il va arriver face au vendeur, c'est pour valider ses choix. Pourquoi il vient qu'une seule fois en concession? Parce qu'il vient valider un choix qu'il a déjà fait. Et sur l'électrique, ça va être à peu près pareil. Le bouche à oreille va fonctionner. Les collègues, les amis, les voisins, ceux qui utilisent l'électrique serviront de référence à ceux qui s'intéressent à l'électrique. Ouais, c'est ça. Mais la vie des concessions, et Catherine l'a très bien dit, Eric aussi, la vie de l'automobile aujourd'hui, c'est un choc tellurique. Enfin, c'est tout qui bouge. Tout l'univers, toute la filière, toute l'industrie est en mouvement, à tous les niveaux. Et donc, dans 5 ou 10 ans, le panorama qu'on commentera peut-être ici, un peu plus âgé, sera différent. Ouais. Et on n'a pas encore parlé de la prévente.
On n'a pas encore parlé de la prévente. Attends, on y va après. Restons sur cette Le idée. client particulier, il faut quand même bien se rendre compte en ce moment, les ventes aux clients particuliers, c'est pas toi qui vas me contredire, ne représentent plus que 42% des immatriculations totales. Ça n'a jamais été aussi bas. Tout le reste, c'est quoi? C'est Les loueurs. Des loueurs longue durée, des sociétés, des administrations. Et puis, on a aussi un peu de loueurs courte durée, mais là, avec ça repart doucement. Avec la pandémie, en fait, ils ont reçu un choc aussi Très clair. assez violent. Et puis, on avait aussi des véhicules de démonstration. Donc, la chute des volumes, là, actuellement, c'est comme le dit Catherine, c'est 42% des particuliers, 25% des vraies sociétés qui ont vraiment besoin d'une voiture, etc., hors professionnel de l'automobile. Ouais. Donc, on arrive à 2 tiers. Ouais. Et l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle des tactiques. Des courtes durées, des véhicules de démonstration, etc. Et ce marché-là, aujourd'hui, c'est lui qui est un peu effondré, qui prend en premier à cause des puces, et c'est pour ça qu'on est plutôt à 1 650 000 qu'à 2 100 000. Reprenons, Catherine, tout ce que tu me disais il y a 5 minutes, tout ce que tu nous disais il y a 5 minutes. Donc, l'idée, c'est que, globalement, le système de concession va disparaître. Alors, on aura des points de vente. On aura des points de vente. On aura des petits showrooms, etc. Mais je reprends cette histoire d'agent, là, parce que je n'ai pas bien compris et ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, en fait, l'automobile... Pourquoi est-ce qu'il en a besoin, en fait, de cet agent, Monsieur Volkswagen, par exemple? Parce qu'il veut tout maîtriser, il a besoin de l'intégralité du maillon. Donc, il faut que ce soit un salarié de Volkswagen vendeur, point à la ligne. Oui, mais ça, ils ne savent pas bien faire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs, toutes les filiales qu'ils avaient, il y a quelques constructeurs qui avaient un double système, avec des succursales sur le territoire, et puis des chefs d'entreprise, des concessionnaires privés. Alors, à chaque fois, on a bien vu qu'à chaque fois, le constructeur perdait de l'argent. En fait, il ne savait pas gérer directement un point de vente automobile. Il dépensait trop d'argent. Il ne savait pas gérer ça correctement. Sauf que s'il met des agents, il va lui imposer des standards, certes, un petit peu moins élevés qu'aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être plus le carrelage, le marbre, les lumières, les miroirs partout, etc. Il y en aura un petit peu moins, effectivement. Il va porter le stock, mais en fait, ce sera juste un commissionnaire, un mandataire, en fait, qui va lui transmettre toutes les données. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le smartphone sur roue de Tesla. Ouais. En fait, la grande majorité de la valeur en fait, qui va être générée par l'automobile, c'est bien les services qui vont être vendus aux clients. Et pour récupérer cette valeur, il faut bien que le constructeur ait la donnée client. Il faut bien qu'il soit en contact direct avec ce client. S'il y a un intermédiaire qui dispose de ces données, il ne l'a plus, il ne peut plus lui vendre directement et la valeur sera au niveau de la distribution automobile et pas au niveau des constructeurs. Le business de la data vient se rajouter au business de l'automobile et c'est un autre des chocs. Mais celui-là, il est pour tous les secteurs. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. L'automobile à la une.